Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Data Watch. Data Watch, c'est un podcast qui fait de la veille autour de sujets de data engineering et je fais ce podcast avec Axel. Bonjour Axel. Salut Bertrand. Si vous souhaitez avoir un peu plus de détails sur nos profils, je vous invite à aller sur nos profils LinkedIn. Pour info, moi, je publie assez régulièrement sur LinkedIn. Là, je suis passé depuis pas longtemps à une publication tous les jours. Je fais un résumé un peu sur les articles que l'on va traiter avec Axel aujourd'hui. Je partage aussi des astuces, des concepts, des explications de concepts, des présentations de techno. Je partage aussi quelques shorts par rapport à l'épisode. De plus, j'ai aussi une newsletter qui reprend un peu les mêmes thématiques, mais de manière un peu plus approfondie. Et pareil, j'ai un blog datayoka.com/blog sur lequel vous pouvez vous retrouver des articles liés à ces sujets, mais de manière aussi approfondie. Aujourd'hui, on va, comme d'habitude, parler de 5 articles. Le premier, on va parler de clés de clustering sur Snowflake. Après, on va aborder un article de Daniel Beach sur la planification de fin d'année pour enchaîner sur 2025. On va parler du rôle de data ingénieur IA. On va parler aussi de l'utilisation du streaming dans les services financiers. Et on va finir par parler de la disponibilité des vues matérialisées et des tables de streaming sur Databricks pour les services AWS et Azure. Donc en premier, comme je vous disais, on va parler de clés de clustering sur Snowflake. C'est un article de Amber Cooks qui a été publié le 31 octobre. Déjà, avant de détailler l'article, on va parler des clés de clustering. Les clés de clustering, c'est un moyen de regrouper, de trier les données d'une colonne que l'on va préciser en clé de clustering au sein d'une table ou d'une partition, si jamais il y a la partition qui est déjà définie. C'est pour avoir un accès plus rapide aux données. Déjà, toi, Axel, je ne sais pas si tu utilises les clusters sur les tables que tu Oui. exploites. Ouais. Le clustering sur BigQuery? Ouais, par exemple. Ouais, pour les grosses tables, ouais. Partitioning, clustering, à la base. Ouais, pareil, je suis sur BigQuery. Pareil, j'utilise les deux. Ouais. Par contre, BigQuery, c'est limité à 4 clusters. Le champ, tu veux dire? 4 champs? 4... Oui, oui. Quand je parle Ouais. de cluster, je Ouais, parle de ouais. 4 champs Mm. en cluster, mais ce qui est déjà pas mal. Oui. Et ensuite, pour comprendre... Comment? Non, non, je dis oui. Mais après, je pense qu'il faut pas lui donner trop de champs non plus, parce que sinon, Mhm. ça lui fait faire trop de processing derrière. Mhm. Et en fait, c'est surtout donner les bons champs Ouais, où, où il faut un peu faire un profilage des données qu'il y a dans ces champs-là pour parce que le clustering fonctionne beaucoup sur la cardinalité. c'est exactement ce dont on va parler là. Ouais. Et avant d'enchaîner justement sur ça, Snowflake a aussi une certaine fonctionnalité qui s'appelle micro-partition. Le principe derrière ça, pour vraiment vulgariser, c'est que Snowflake va découper physiquement et en automatique les données en blocs entre 500 et entre 50 et 500 MO. Et après, il va réorganiser un peu automatiquement le découpage selon l'arrivage des nouvelles données. Donc, je précise ça parce que c'est une petite différence quand même par rapport au partitionnement, comme on parlait sur BigQuery. Parce que BigQuery, tu lui précises un champ sur lequel il va pouvoir découper les données. Là, c'est vraiment plutôt au niveau de la taille des données. Et donc, l'article d'Amber Cooks, c'est comment est-ce qu'on peut trouver justement la meilleure clé de clustering. Donc là, elle évoque plusieurs stratégies pour arriver à converger vers des clés optimales. Donc déjà, elle parle de la cardinalité, justement, t'en parlais, et de la micro-partition. C'est pour ça que j'ai évoqué ça au début. Elle dit que le nombre de valeurs uniques dans un champ candidat au clustering doit être inférieur au nombre de micro-partitions. Ce qui peut paraître logique. Ça veut dire que si on a je sais pas, on a 100 blocs de micro-partitions, enfin si on a 100 micro-partitions, il faudrait absolument que si on choisit une certaine colonne de clustering, il faut qu'il y ait moins de 100 cardinalités différentes pour que ce soit optimal
et pour que ce soit utile et que pas que ça reprocesse ou que ça qu'il y ait une réorganisation pardon, trop fréquente au niveau du clustering, du tri, du regroupement. Ok. Elle dit aussi de faire attention avec une cardinalité trop basse, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas assez de diversité, et donc, pareil, c'est l'inverse au final. Le gain de perf, il va être un peu annulé. Donc, il vaut mieux avoir... là, elle n'a pas donné de seuil, mais effectivement, je pense que si tu as 5, 6, 7 modalités différentes, ça peut être pertinent. Ouais, bah, ce qu'il faut se dire, c'est que si tu as que... L'exemple le plus simple, c'est de dire, si tu as une cardinalité Mhm. nulle, donc avec un seul champ, une seule donnée pour ta micropartition, Mhm. en fait, ça ne sert strictement à rien. C'est Ouais. que tu vas trier des choses qui ne peuvent pas être triées puisque c'est la même entrée. Et si tu as deux entrées différentes, l'impact est quasi nul parce que tu vas trier, par exemple, 100 valeurs qui ont Mhm. 50 entrées 1 et l'autre 50 entrées à 2. Bah, tu vas trier juste en fait 1 et 2 et pas Mhm. 100 valeurs. Ouais. Donc, ça rend inutile ce process-là. Ouais, clairement. Clairement, ça c'est un truc que je regarde aussi. Même avant de lire l'article, je regardais déjà un peu les différentes modalités, enfin le nombre de modalités dans un champ. Parce Mm. que c'est pas toujours évident, je vais en parler encore après, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de choisir une bonne clé de clustering, surtout sur des nouvelles données où tu peux pas prendre un exemple pour dire ah bah ça dans d'autres tables c'est vrai que c'est souvent pris en cluster. Là si c'est que des Mm. nouvelles données c'est assez compliqué. Ouais. Et donc Humber elle recommande évidemment d'explorer les données, bah, la base. Il faut regarder un peu ce qu'il y Mm. a et elle recommande d'utiliser le count distinct sur un champ pour voir un peu le nombre de cardinalités d'un champ. Ouais, tu peux facilement te faire un script qui est automatique, quoi, qui te permet plus facilement de décider quel champ utiliser, du coup, Mhm. je pense. Ouais, clairement. Automatiser ce profilage-là. Ouais. Bah, tu peux enchaîner sur une table, tu peux enchaîner les counts distincts Ouais, c'est ça. directement sur le champ. Ouais, Ouais. bien sûr. Elle parlait aussi de surtout pas partir trop loin dans cette analyse-là. Elle recommande de surtout minimiser le travail, d'aller à l'essentiel et de se concentrer vraiment sur les requêtes importantes pour avoir euh, plus d'impact. Quand on parle de se concentrer sur les requêtes importantes, c'est euh, prendre les grosses requêtes sur une certaine table, voir c'est quoi les perfs actuellement et tester si jamais on dit bon, alors là, la requête elle exploite un certain nombre de champs. Si on met un clustering sur ce champ-là, est-ce que cette requête va être plus performante ou pas? Celle qui coûte aussi le plus, bien sûr. Tu peux faire de l'A/B test. Ouais, Mm. exactement. Tu peux faire ça aussi. Elle recommande aussi de copier les tables pour tester les nouveaux Ouais. les clusters. Mm. Là, si jamais il n'y a pas de clustering sur cette table-là, tu la copies. Ou si jamais il y en a déjà un, tu la copies autre part, tu changes le cluster, tu appliques la requête qui est souvent exécutée, qui consomme le plus, qui coûte le plus. Tu l'exécutes sur cette nouvelle table-là où le cluster a changé, et puis tu vois un petit peu, tout simplement. Et après avoir implémenté ça, une fois qu'on a trouvé des candidats, il faut surveiller sur tous les perfs. Parce que peut-être qu'au niveau des tests, c'est OK, mais peut-être que dans la durée, au final, c'est pas si performant que ça. Mm. Et le dernier, elle parle de coût de l'auto-clustering. Parce que je crois qu'on en avait parlé lors d'un autre podcast. Je sais plus si sur Databricks ou Snowflake, mais je pense qu'ils ont les deux fonctionnalités. À un moment, il y avait le liquid clustering, mais je suis plus sûr si c'était Snowflake. Databricks. Ouais, plutôt Ouais. Databricks. Mm. Mais en tout cas, Snowflake a aussi une fonctionnalité de clustering automatique. Sauf que derrière, c'est une fonctionnalité qui est facturée. Ok. Donc, à un moment, Amber, elle disait que ça pouvait vite consommer les crédits de Snowflake, parce qu'apparemment, ça fonctionne via des crédits. Ok. Snowflake, c'est pas directement une facture comme ça. Mhm. Et donc, il faudrait faire attention. Et des fois, c'est peut-être mieux de soi-même faire une étude pour la mise en place et la surveillance.
Et donc, tu peux ne pas activer cette notion d'auto-clustering. Apparemment, oui. Ok. Mm. Parce que dans BigQuery, une fois que tu as fait ton clustering, c'est fixé. Non. C'est La par- figé. Non, non, non. La Les champs. partition, ouais. Sinon, tu es obligé de recréer la table pour la partition. Par contre, le clustering, c'est dynamique, tu peux le modifier. Tu peux Euh, modifier les champs? Ouais, 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 ouais. Non, mais je veux dire, tu dois le faire toi-même. Ah oui, dans ce sens-là, ouais, ouais. Ouais, ok. Ouais. C'est Tu peux pas le faire en... recalculé par BigQuery qui peut changer les champs. Je le connais pas en tout cas. S'il y a cette D'accord. fonctionnalité-là, je la connais Ok. pas. Non, Moi, je c'est connais que pas du non plus. manuel. Ouais, ok. Euh, Et donc Snowflake le fait ce changement automatique des champs pour Il le peut cluster. faire ça. Ok. Tu peux activer pour qu'il le fasse automatiquement selon les requêtes qui sont exécutées, selon les perfs, etc. Ouais. Exactement. Et pour finir, elle recommande bien sûr de faire des révisions périodiques sur les perfs. Donc déjà de manière de surveiller pour savoir est-ce que cette mise en place-là est OK. Mm. Et au bout d'un moment, revenir dessus pour dire bon, c'est bon ou pas, est-ce qu'il faut changer, adapter ou pas. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas évident de trouver des bons candidats. L'approche que j'avais, c'était de tester, donc, comme je disais, les cardinalités. Euh, Après, oui, j'allais regarder dans d'autres tables si jamais c'était existant ou pas. Souvent, je m'inspirais aussi des existants. Si je sais que ce champ-là est souvent utilisé en cluster, des fois, je me prends pas trop la tête. Ou alors, je me dis, celui-là, ce champ-là, c'est un nouveau champ, mais je sais que c'est un identifiant Mhm. qui n'a pas non plus 1000 identifiants différents, qui fait référence à une table de référentiel qui a peut-être 10, 20 ou 30 identifiants différents. Là, je me dis, ça peut être pas mal. Jusqu'à maintenant, c'est ce que je faisais. Je sais Mhm. pas, toi, tu faisais quoi pour trouver un bon Non, cluster? pareil. Et moi, j'en mets rarement plus de deux, hein. Je sais pas Ouais, toi, mais ça dépend. Franchement, ça dépend. Des fois, je me dis même, j'en ai 4, mais j'en aurais bien mis plus. Bon, après, peut-être que c'est pas utile d'en d'accord. mettre plus. Tu dois Et vraiment avoir des tables volumineuses, du coup. Ah, des fois, il y a des tables assez volumineuses, plusieurs terras, c'est très rare, mais il y en a qui ont plusieurs terras, qui ont plusieurs dizaines de colonnes. Je crois qu'il y en a une, il y en avait 50. Mais ouais, D'accord. ouais, Ok. ouais, clairement. On se rapproche de la Watt Big Table, là, de l'OBT. Ok. Ok. Bon. Et toi, donc, tu as lu un article de Daniel Beach. Ouais. Qui prépare super tôt les résolutions de début d'année, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, Les bonnes résolutions. c'est ça. Euh, donc en fait, l'article, attends, je reprends mes notes. Mhm. Euh, c'est sur l'engineering planning. Et en gros, le but, c'est de... Là, on est en fin d'année. Dans un peu plus d'un mois, on passe en 2025. Et lui, ce qu'il dit, c'est profiter de cette fin d'année pour vous concerter avec vos équipes business et vos équipes tech pour fixer les priorités. Et en fonction de ces priorités, les bonnes résolutions. Mhm. Donc, il dit, pensez d'abord au niveau et en partant des résolutions haut niveau, formaliser les actions pour atteindre l'objectif ou les objectifs. Mhm. En fait, l'engineering planning, ça va vous permettre de garder une vision claire sur l'année, même quand vous avez des moments difficiles, c'est garder le cap, tenir les engagements, et ceux de vos équipes, sur des aspects techniques, technologiques, organisationnels, euh, que ce soit au niveau collectif ou individuel. Euh, Gérer la dette technique Mhm. et in fine, en fait, apporter de la valeur à l'entreprise. Euh, il fait un schéma très parlant. Je ne sais pas si on pourra le mettre en insert dans la vidéo, mais c'est le The Engineering Plan, euh, qui est construit, articulé sur trois parties. Mhm. Donc, on a les business priorities. Donc, tu vas demander alors, comment traduire le C-suite parce que C-suite, c'est tout ce qui est CEO, CPO, CTO, CFO, donc La direction?
tout l'aspect, ceux qui font partie du comité de direction, je dirais, en français. Mhm. Les executives, comme disent les anglophones. Mhm. Pour bien fixer leur priorité business. Et notamment leur priorité sur la roadmap digitale, on va dire, pour Mhm. voir large. Ça fait aussi référence à l'article que j'avais traité l'année dernière, au podcast dernier, Ouais. sur, tu sais, ramener l'aspect data vers le software. Le cœur de l'entreprise aujourd'hui, c'est le software. Ça se définit, ça se concrétise dans le software. Et avoir du coup une roadmap produit en accord avec les executives, ça, ça pose en fait et ça éclaircit toutes les actions qu'on va devoir faire sur l'année. Ouais, ça donne un guide. Ouais, et un Ouais. guide, tu sais, on a un peu ce fardeau-là dans la tech, c'est d'avoir des fois une vision, mais où les priorités business, dépendant je sais pas, de changement de poste dans la direction, changement des actions de concurrents, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi comme autre facteur, la conjecture économique globale, etc. Ouais. Où les objectifs vont énormément changer. Et ça va pénaliser énormément la roadmap, en fait. Mhm. Donc, avoir quand même une roadmap figée, elle peut bouger à la marge. Mais ça aide aussi à garder du sens dans les équipes produits Ouais. tech. Et c'est important de le partager, de le verbaliser, ce plan-là, pour qu'on soit aligné entre le business et la tech. C'est super important. Et Euh, le donner aux parties prenantes, aux équipes, un peu tout le monde. ouais, c'est ça. Alors, faut pas être dans une méthode ultra rigoriste où on fiche tout, Ok. mais ça met aussi, entre guillemets, une pression sur le business en disant vous dites A, ne nous demandez pas 3 mois après de faire B ou C. Mhm. Tu vois. Et ça, c'est important parce que des fois, tu as des équipes tech qui ne comprennent plus rien à rien parce que la roadmap change énormément et à haute fréquence. Mhm. Euh, le deuxième point sur le engineering plan, c'est l'engineering wish list. Ouais. Euh, on va demander aux tech, voilà, qu'est-ce qui vous a posé le plus de problèmes cette année, donc l'année écoulée, que vous voulez régler l'année prochaine. Et on ne parle pas de dette technique, hein. Ouais. On C'est parle un sujet à vraiment part. Ouais. de technologie. Mhm. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire évoluer en priorité l'année prochaine? Alors ça va faciliter les développements, Mhm. mais ça va augmenter aussi ce qu'on appelle le développeur happiness. Donc, je dirais le, la faculté de donner envie aux devs de venir bosser, quoi. Ouais, qui reste engagé. Engagé, Ouais. l'engagement. Et aimer son travail, en fait. Mhm. Euh, alors, ce que Daniel dit, c'est que faut que cette liste soit plus petite forcément que les priorités business. Ouais, bien sûr. Ils disent, après un recensement de tous les techs, vous prenez entre 1 et 5 points les plus remontés Mhm. et vous voyez en fait selon la charge de travail ce qui peut être pris. Donc s'il y a une priorité
écrasante, on va dire, mais qui représente une charge de travail, un changement d'infrastructure, une grosse refonte, bah, vous prenez que ce point-là sur l'année. Mhm. Comme ça, vous êtes focus sur ça et vous prenez pas de plus de charge mentale sur un autre projet. Mhm. Et si vous pouvez en prendre 2, 3 et jusque 5, il dit, Ok. alors vous pouvez prendre ces différents points-là. Mais ça, c'est vraiment la liste des projets qui permettront de lever certains freins et d'avancer encore plus vite dedans. C'est ça. C'est pas juste le fait de se lancer sur des nouvelles technos parce que ça a l'air sympa ou quelque chose comme ça. Ouais. Par exemple, j'ai donné un exemple de priorité 1 avec une grosse charge. Mhm. C'est que tes DBA te disent non, mais on a toutes nos machines on-premise qui sont à genoux. Mhm. On dépasse les seuils de capacité, c'est un énorme problème. On passe sur le cloud, par exemple, pour que ce soit plus Mhm. élastique. Sauf qu'une migration vers le cloud, c'est une grosse refonte Ouais. pour une entreprise. Donc là, je dirais que c'est un point qui va se retrouver seul dans la liste Mhm. si on le choisit. Des plus petites actions, euh, imaginons que tu fais tout tourner en batch dans tes pipelines, en Ouais. data. Il y a des techs qui, je sais pas, font des opérations qui nécessitent du streaming ou qui nécessiteraient du streaming. Ben, le shift de batch à streaming sur certaines briques applicatives, ça peut faire partie d'une liste Mhm. Ok. qui est avec d'autres points, du coup. C'est pas quelque chose avec une charge énorme et c'est pas globalisant comme passer sur le cloud, par exemple. Ouais. Ça Ok. touche que quelques strates. D'accord. Et le troisième point, c'est la dette technique. La dette technique, si je devais donner ma définition, c'est vous êtes confronté toujours à régler des problèmes dans la tech par le code, quoi, par la jugeote et par le code, hein. Mhm. Et des fois, vous avez deux solutions. Une solution un peu sale, c'est un raccourci pour régler vite le problème. Et une solution propre, mais qui demande de revoir beaucoup de choses, ce qu'on appelle le refactoring. Donc, c'est refondre un peu la logique, Ouais. plus en amont, ou un peu plus au global, pour faire quelque chose de propre. Souvent, on prend l'option vite, et on dit on verra plus tard. Mhm. C'est OK de faire ça. Par contre, on verra plus tard, il faut vraiment le voir plus tard. Ouais. Parce que voir plus tard et laisser des choses comme ça, un peu sales, et cumuler ces raccourcis, il y a une notion qui est importante dans la tech, c'est le fail over time. Mhm. Ça peut tenir un moment, mais cumulé, vous allez euh, défoncer votre système. Mhm. Et c'est hyper important d'avoir la dette technique à jour euh, et savoir quoi éponger. Parce que si vous ne l'avez pas en visu, vous allez l'oublier et ça va être de plus en plus pénalisant au fil du temps. Et tu vois ça comment? Tu trouves qu'on devrait, à chaque fois qu'on identifie de la dette technique, qu'on Mhm. en crée, est-ce que tu Ouais. penses qu'il faut mettre ça, dans la backlog directement pour dire, là, il y a une visibilité sur la dette technique ou alors on a, je sais pas, un Google Sheet avec la liste de toutes les dettes techniques? Tu vois ça comment? Moi, je fonctionne avec une page Confluence OK. où je mets la brique concernée.
ce qu'il y a à faire Mhm. pour éponger la dette technique, la charge estimée Ok. et le gain estimé. Ok. C'est comme ça que je fonctionne. Après, moi, je suis ouvert à d'autres fonctionnements, mais je pense que j'ai ici les informations pertinentes pour gérer la dette technique et pour prioriser les sujets. Mhm. Et toi? Je te pose la question justement parce que nous, ce qu'on fait quand on identifie de la dette technique, et encore, c'est pas tout le temps le cas, mais on essaie de le faire, on crée une carte Jira, une tâche dans Jira, dans la backlog. Mhm. Mais le problème de ça, c'est que si on a une backlog assez importante, ça peut se perdre. Parce qu'il y aura des prios, tout va passer toujours avant. Ouais, elle va prendre la poussière. Ouais, exactement. On arrive des mois après, ça m'est déjà arrivé de retrouver des tickets de 6, 7, 8, 9 mois. Et Mhm. puis on se dit, ah, il y a une dette, ah, on l'a fait, c'est toujours d'actualité. Enfin, Ouais. on trouve que c'est pas utile. Et ça arrive des fois qu'on le repousse encore dans la backlog et on y revient plus tard. Après, il y a certains managers tech qui disent tous les 3 sprints, je monopolise un sprint pour éponger la dette technique. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Mhm. Mais une dette technique, ça c'est aussi la question que je me pose. J'ai pas la réponse. Mm. Euh, Est-ce qu'il faut gérer 100% de la dette technique ou est-ce qu'il faut qu'on se dise, là effectivement il y a du gros risque dessus, tu parlais de gain aussi tout à l'heure, il y a du gros risque dessus, est-ce qu'il faudrait plutôt gérer ça et si les autres c'est des petits impacts ou effectivement ça peut être bancal mais ça tiendra, est-ce qu'il faut investir du temps pour faire ça? Je dirais que la dette technique avec des fortes priorités, il faut le traiter. Ça, c'est Mhm. pas une question. Et ce avec une priorité moindre, ça peut être des bons sujets d'onboarding pour des nouveaux collabs, Ok, tu vois. ouais ça peut être sympa effectivement, ouais. Mm. Ça lui permet de mettre les mains dans le système sur des sujets qui sont pas cruciaux, où il Mhm. n'y a pas des deadlines énormes, où si t'as pas le temps de traiter sa merge review dans la journée, c'est pas grave. Mhm. Tu vois, c'est déjà que un collab qui arrive, c'est un peu de charge mentale, tu vois, parce que c'est un nouvel environnement pour lui, nouveau poste, etc. Ouais, Donc ça peut être un bon cas d'usage pour onboarder ok. aussi, je pense. Ouais c'est clair, c'est vrai, c'est intéressant. Ouais. Et le fait de parler de dette technique, c'est vrai que ça me fait penser une fois, je sais plus, il y a peut-être un an, j'étais d'astreinte, j'ai eu un appel en astreinte Mhm. pour dire qu'il y avait une donnée qui était arrivée dans notre data lake et qui bloquait tout le reste du traitement. Parce que la D'accord. donnée, elle était peut-être pas au bon format. En fait, on faisait, je crois me rappeler que ça devait être ça. Ouais. C'était une donnée qui était au format string. Normalement, dedans, il y a une date et à un moment, on va le caster Mhm. pour lui appliquer un certain format dans la suite, dans le data warehouse. Ok. Et comme elle n'était pas au bon format, le cast, il a échoué et on n'a pas Mhm. mis de safe cast dedans, on a mis vraiment un cast. Ok. Donc ça plantait. Et moi, donc à 3 heures du matin, j'interviens dessus. Et ce que j'ai mis en place comme patch, c'est alors, tous ceux qui, il va y avoir un problème de données, donc safecast, where is nul, Ouais. tous ceux qui ont un problème de données, tu vas le mettre dans une certaine table de problème, et puis tout le reste, bah, tu vas le traiter. Comme ça bloque pas la Ouais. chaîne de traitement. Mhm. Ça a été mis, le problème a été remonté, bon, etc. Et plusieurs mois après, on est revenu me revoir. J'ai changé d'équipe entre temps, en plus, Ouais. donc j'ai même Ouais. pas retiré ce patch, hein. Ouais. Parce que ça a pris quelques temps quand même d'être corrigé par l'émetteur, le souci. Et quelques mois après, l'équipe qui a gardé ce script-là est revenue me voir pour me dire mais c'est toi qui l'avais mis, pourquoi tu l'avais pas retiré? Parce qu'au final, ça faisait plusieurs semaines que ça cache des problèmes. En fait, il y a eu à nouveau des problèmes de la part de l'émetteur et comme le patch était toujours en place, bah, du coup, ça s'alimentait vers une autre table, mais la pipeline, elle n'était pas bloquée. Ok. Donc tu cumulais les enregistrements en rejet. Ouais. Ouais. Et c'est parce qu'on n'avait pas suivi de cette dette. On l'avait plus en visibilité. Ok, on a débloqué l'astreinte, on a remonté un problème à l'émetteur, l'émetteur a corrigé le problème sur les données en cours, mais au final, ça s'est reproduit et comme on n'est pas revenu dessus entre-temps, bah, ça a caché la misère pendant quelques temps.
Ouais. Euh, Alors moi, comme tout le monde, je pense, en data, ce genre de table de rejet. Mhm, Euh, Ce qui est important dans ce cas-là, c'est que ce qui est en rejet, ce soit envoyé à un responsable applicatif, mhm, quelqu'un qui fasse du run, et qui en visu ces rejets-là pour qu'ils soient traités. mhm. Parce qu'en fait, si tu les stockes dans une impasse que personne ne voit, bah, ça va cumuler, puis au bout d'un moment, ça va râler au niveau métier parce qu'ils vont voir qu'il y a des chiffres qui ne correspondent pas à l'attendu. Effectivement. Moi, j'ai Donc créé ma table dans le ouais, coin. c'est important d'avoir un réceptionnaire, je pense qu'on dit comme ça. Un gestionnaire, ouais, celui Quelqu'un qui va gérer le problème. qui gère en fait ouais, les rejets Ok. du métier. Tu voulais rajouter quelque chose sur cet article? Non, mais il clôture l'article Mhm. en disant que voilà, les deux mots-clés, c'est sharing et verbalizing. Ouais. Donc, comme je disais, ce plan-là, c'est pas quelque chose qui est destiné à un sombre comité technique entre archi et dev. Mhm. C'est quelque chose qui doit être partagé et verbalisé avec la direction et Et les équipes documenté. et disponible et facilement disponible effectivement à consultation. Ouais. Euh, et ça doit être aussi porté par la direction Mhm. pour que tout le monde visualise ce qu'il y a à faire. Alors c'est un plan high level, hein, donc on va pas rentrer dans la technique, Mhm. mais au moins c'est verbalisé, c'est partagé. Et tout le monde doit comprendre les enjeux euh, exprimés Mhm. par les équipes pour l'année, quoi. Ok. Mm. Bah, je te remercie. On va passer sur le troisième article de Ouais. l'INSEE McDonald qui parle de l'AI Data Engineer. Euh, Déjà, avant de parler des spécificités de ce rôle-là, on va déjà rappeler assez rapidement c'est quoi un data ingé. Le data ingé, c'est clairement celui qui va gérer les pipelines de données. Pour faire vraiment très simple, derrière, il y a des concepts d'ETL, il y a des concepts de gestion de données structurées, parce qu'on gère quand même pas mal, je crois qu'on en parlait la semaine dernière, pas mal de données structurées. Mm. Euh, on fait aussi pas mal de SQL. On va gérer le stockage, donc ça veut dire qu'on va se sentir à l'aise de plus en plus sur des data warehouse cloud comme BigQuery, Redshift. Mais on peut aussi faire du data lake house pour avoir quelque chose d'un peu plus récent. On va gérer aussi toute la partie orchestration, que ce soit là avec un outil dont on entend parler, c'est Apache Airflow, ou avec peut-être quelque chose de Actuel. célèbre, c'est Daxter aussi. Ah oui. Mm. Ouais. Et le but, c'est vraiment de mettre à disposition de l'analytique et de la BI. Ça, c'est vraiment on va dire, le rôle assez classique. Mm. Et pour le data engineer IA, il y a des spécificités. En plus de ce que je viens d'évoquer là, donc l'INSEE explique, le but là, je parlais de produits analytiques, de produits BI juste avant. Là, ça serait plutôt pour des produits à base d'IA, clairement. Et donc là, on s'orienterait plutôt sur des données non structurées, parce qu'on en parlait aussi la semaine dernière. Les données structurées, c'est vraiment à la base de tout ce qui va être entraînement de modèles d'IA générative. Donc derrière, ça veut dire qu'on va devoir acquérir aussi des compétences sur le NoSQL, comme MongoDB, pour avoir une base de documents. Moi, c'est clairement quelque chose que j'ai jamais vraiment traité en mission. J'en ai eu que de loin. Là, il va y avoir une importance à se diversifier enfin, à avoir une maîtrise d'un langage de programmation. Je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais Python, c'est un gros plus quand même dans la data engineering, mais ça peut que l'on ait des missions où il n'y a pas de Python, il n'y a pas de programmation, ou très peu. Là, ça devient essentiel pour le data ingénierie. Donc, je parle de Python, mais ça peut être du Scala, ça peut être du Java, ça dépend l'architecture chez le client. Là, ce data ingénierie, il pourrait être aussi amené à
intervenir sur des bases de données assez spécifiques. Je parlais de NoSQL avec MongoDB, mais il peut y avoir aussi des bases de données vectorielles. Je crois qu'on en parlait il y a encore quelques podcasts, j'ai oublié le nom, c'est pas Chroma, bon, je sais plus. Mais il y a des bases de données spécifiquement pour gérer de la donnée vectorielle qui va servir de base à l'entraînement des IA génératives. Ouais. Il recommande aussi d'avoir une compétence sur du streaming, par exemple avec Apache Kafka. Du streaming, moi j'en ai fait que assez peu finalement. Je crois que j'en ai fait quand même 2 fois, mais c'était pas la généralité de ce que je faisais. Ça pouvait être un certain traitement, 2 traitements où c'était du streaming, mais la plupart des choses c'était du batch. Et donc là, on va passer aussi sur des frameworks, enfin l'utilisation de certains frameworks qui sont souvent utilisés par des data scientists comme TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn. Mais l'INSEE rappelle que c'est pas parce qu'on va avoir une certaine compétence dessus, elle parle pas de maîtrise, mais en tout cas une certaine compétence, qu'on va être responsable de la conception du modèle. C'est parce que le data ingénieur IA, il va être responsable de la mise en production et de la maintenance des modèles définis, enfin créés par les data scientists. Et donc, on va avoir besoin en fait de ces frameworks-là. Et clairement, oui, je parlais on va avoir besoin d'intervenir. Donc, je parlais de la partie testing, de la partie de déploiement, de mise en production. Mais ce qu'on va mettre en production, ça va servir aussi à l'entraînement. C'est pas juste l'application du modèle, ça peut être aussi servir à l'entraînement du modèle. Parce qu'il y a des modèles, tu peux le définir une fois, mais ils vont évoluer dans le temps. Ça veut dire que selon les nouveaux entrants, il va s'affiner. Parce que potentiellement, un certain modèle qui était adéquate à un certain moment, dans 5 ans, enfin, ça fait un peu large, mais peut-être 2-3 ans, le modèle il est obsolète parce qu'il répond plus du tout aux données actuelles. Et pour encore continuer sur les outils, on parle aussi d'Apache Spark, Hadoop. Ça, j'en ai déjà utilisé en tant que data ingénieur, pas obligatoirement pour faire de l'IA, mais apparemment, ça devient encore un peu plus important pour l'IA. Le fait d'être vraiment à l'aise sur la partie cloud. Donc là, la partie cloud, c'est pas juste faire du data lake, du data warehousing, c'est vraiment être à l'aise pour utiliser du Vertex AI, enfin pour utiliser plusieurs autres services liés à l'IA génératif tout simplement. Et elle insiste bien, et encore une fois, l'INSEE, elle fait la pub aussi de l'entreprise pour laquelle elle parle, parce que l'article est pour Monte Carlo. Et donc, elle parle de data observability, même si là, je ne veux pas détailler comme je peux détailler les autres fois, mais elle dit que c'est vraiment très important d'avoir un monitoring sur les pipelines, encore plus, parce que on peut multiplier les outils. Là, depuis tout à l'heure, je parle de pas mal d'outils, et donc ça veut dire qu'on peut multiplier le nombre d'endroits où ça peut péter. Et avoir, pour finir, une vraie appétence sur la gouvernance et la conformité pour ne pas laisser échapper certaines données qui pourraient être confidentielles, par exemple, pour les entraînements. Toi, t'en penses quoi de ce métier qui élargit un peu le spectre du data ingénieur classique? Non, mais je pense que le métier de data ing, de toute manière, évolue. Mhm. Et donc, ce qui était classique il y a 5 ans n'est plus classique aujourd'hui. Mhm. Donc, et c'est ce qu'on aime aussi, je pense, dans ce genre de métier. C'est que ça évolue. Que ce que tu fais en 2024, 2025 n'est pas forcément la même chose que ce que tu faisais en 2020. Après, je dirais qu'il faut savoir identifier le bullshit et le réel. Mhm. Pas être toujours à la course de la dernière techno, le dernier framework. Savoir pourquoi tu veux mettre en place telle méthode ou tel outil. Mhm. Et que tu saches éprouver la pertinence de ce que tu veux mettre en place. Ouais. Donc ouais, je sais pas ce que tu en penses. Moi, en fait, quand je regarde derrière, je me dis que je fais pas le même métier. Alors, pour deux raisons, je pense. C'est que le monde de la tech évolue, Mhm. mais aussi que nos compétences évoluent. Si tu es motivé, tu vas être sur des missions ou des périmètres avec plus de responsabilités, plus d'impact. Ouais.
Et pour ces deux raisons-là, en fait, quand je regarde en arrière, effectivement, la base reste la même, mais ça a fortement évolué dans mon quotidien, en fait. Mhm. Tu ressens Ah, ça a cette- évolué effectivement dans le quotidien. Euh, Déjà, sur le passage au cloud, déjà, ça apporte quand même pas mal de différences. Moi, je me souviens j'étais sur du SaaS pour faire de la manipulation de données. Euh, alors, j'utilisais déjà SQL. Là, pour moi, il y a une évolution, mais on va dire qu'il y a quand même la base qui reste. Euh, Tout au long de la carrière que j'ai pu avoir, sauf avec certains moments, j'utilise du SQL. Ça, c'est vraiment la base que je retrouve Ouais. quasiment à chaque fois. Ce qui va évoluer, c'est qu'on peut avoir des attentes euh, que le data ingénieur s'adapte. C'est-à-dire que là, on va utiliser un certain outil, Python, on va utiliser du Scala, on va utiliser peut-être du macro, enfin certains autres langages. Donc, on attend aussi du data ingénieur petit à petit qui s'adapte à d'autres façons de faire. Après, je trouve qu'au fur et à mesure de mes missions, mais ça, c'est peut-être normal, c'est juste une carrière normale, j'ai l'impression qu'on demande de plus en plus de connaissances. Mais Mhm. ça, comme je te dis, c'est peut-être normal. Avant, je me prenais pas trop la tête quand j'étais sur ça, c'est avec l'étape de fait, l'étape d'agrégat, enfin du Kimball. Euh, Là, maintenant, enfin, du schéma en étoile, là, je sens que j'ai besoin de monter en compétence. Enfin, j'ai eu besoin de monter en compétence là-dessus. Euh, je sens qu'il y a un besoin sur la gouvernance, peut-être un peu plus sur la gouvernance quand même qu'avant. J'avais l'impression qu'avant, on se prenait peut-être un peu moins la tête. Maintenant, il y a quand même une réflexion derrière. Est-ce que c'est utile cette donnée-là? Est-ce qu'elle est confidentielle, pas confidentielle? C'est Mhm. aussi en lien avec le passage du RGPD. Mhm. Mais toi, tu trouves que ça évolue beaucoup par rapport à il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Bah, en tout cas, moi, je parle de mon ressenti, hein. Ouais. Moi, j'ai commencé vraiment au bas de l'échelle. Mhm. Parce que reconversion, et je faisais un poste majoritairement de run Mhm. au départ, mais qui m'a bien aidé, hein, à avoir une vision de run pour développer ensuite Ok. et pour gérer aussi, on parlait de dette technique, Mhm. pour comprendre comment c'est généré, comment la traiter, etc. C'est un travail prophylactique. Mhm. Voilà, c'est ça le vrai terme. Euh, mais oui, mais tu vois, aujourd'hui, je suis sur toujours un poste de data ing, mais avec un niveau plus haut, dans le sens où même je peux être sur des questions limites d'architecture. Ok. Et Et on tu penses que ça, parlait. c'est pas lié aussi à ton profil? Le fait que tu as un certain nombre d'expériences, on te met sur une mission et il y a des attentes aussi différentes, il y a peut-être des attentes C'est ça, plus grandes? ouais, Ok. oui, carrément. Parce qu'au final, tu peux, sur un même poste, dans une Mhm. même entreprise, être junior, avoir un profil très exécutant qui du coup peut-être avoir une appétence très technique, Mhm. mais après quand tu vas évoluer, tu vas devoir avoir une approche plus systémique Ouais. et moins atomique. Mhm. Et ça, c'est assez dur parce que en fait, tu vas tout de suite te confronter à travailler avec d'autres équipes, comprendre le système de chacun, les interactions, le SI en globalité. Mhm. Où est-ce qu'on est efficient? Où sont les SPOF, quoi, les, les goulots d'étranglement, Mhm. les, les zones accidentogènes dans ton Oh. système d'information. Après, il faut le vouloir, hein, parce que des fois, c'est un peu de charge mentale quand même. Ouais. Euh, mais quand tu es pompier, au bout d'un moment, tu as envie d'aller au feu et pas tenir la lance, tu vois. Ouais, bien sûr. Sachant que data engineer, je trouve, à mon sens, tu peux avoir encore de belles carrières techniques, Mhm. évoluer sur de l'architecture, sur des postes
pourquoi pas Head of Data, CTO. Tu peux avoir des belles carrières en restant tech Mhm. et pas juste du management. Mais c'est aussi à toi de faire en fonction de ce que t'aimes, tu vois. Je pense Ah, que bien sûr. tu vas être le meilleur aussi en faisant ce que t'aimes. Si t'aimes pas ce que tu fais, tu vas subir. Et l'émergence, là justement, on parle du métier de data ingénieria, l'émergence des métiers qui sont pas complètement transversales, mais qui débordent un petit peu. Parce que là, Mm. finalement, data ingénieria, t'as un peu t'as de la data engineering, t'as du MLOps, t'as du ML engineer. Ça déborde un petit peu. C'est comme aussi le métier Oui, de analytics engineer, à cheval un peu entre data engineering et data analyst. ouais, carrément. Et même data gouvernance un peu. Ouais, tu Tu peux. vas quand même modéliser pas mal, surveiller la RGPD. Mhm. En fait, je dirais qu'il faut pas avoir peur d'avoir un périmètre assez large autour de ton cœur de métier, Mhm. mais savoir où s'arrêter aussi dans une organisation. Ouais. Ça va être ça le sujet. Après, pour revenir à une question un peu plus sur le versant un peu plus technique, Mhm. moi, clairement, une offre d'emploi ou de mission qui est pas sur le cloud, ça me donne pas spécialement envie, hein. Honnêtement, c'est tellement fluide, avec beaucoup moins de contraintes, Mhm. que j'ai pas ça me donne pas forcément envie, hein. Je sais pas Ah, toi, mais alors, j'avoue, je suis plus attiré sur du cloud parce que j'ai l'impression qu'il y a plus d'ouverture, il y a plus de possibilités, plus d'évolution aussi. plus Parce de que depuis, facilité même. ouais, clairement. Et depuis que je suis sur le cloud, ça arrive régulièrement. Tous les 6 mois, il y a une nouveauté qui fait que ça simplifie aussi le travail qui arrive. Même Mmh. sur SQL, des fois, tu peux avoir des évolutions. Ouais. Euh, c'est vrai que j'aime bien le cloud. Ouais. Tu as travaillé sur un article qui parle de streaming. Ouais. Ouais. Donc, je vais quand même reprendre rédigé par Rémi Fauré, Mhm. qui bosse chez Confluent. Alors, je commence un peu par une mauvaise note. L'article il est un peu décousu. J'ai eu un peu de mal à synthétiser l'article parce qu'il part un peu dans tous les sens. Il n'y a pas une ligne rouge bien définie. Donc, Mhm. je vais essayer de synthétiser sans trahir les points intéressants de l'article. Ouais. Euh, donc le sujet, on est sur du data streaming euh, dans le domaine des services financiers Mhm. et où Rémi Fauré parle de... Quoi, va articuler son article surtout autour de la détection de la fraude Mhm. dans les services financiers. Pour les services financiers, ces systèmes de détection, ils doivent gérer un grand nombre d'événements. Ce qui peut rendre difficile une analyse avec des données figées. Ouais. Il parle du coup de l'intérêt du data streaming, parce que je vais y revenir après, mais l'élément intéressant d'une donnée en streaming, c'est que tu peux voir en temps réel son évolution. Mhm. Donc en termes analytiques, c'est très bien, surtout sur des fréquences élevées de transactions financières. Mhm. Euh, il parle du préfiltrage, c'est-à-dire que on va avoir des modèles d'IA qui vont permettre de déceler des comportements anormaux et de pouvoir les mettre en faire un Y, en fait, les données non suspicieuses et les données suspicieuses. Mhm. Et ces données suspicieuses qui vont du coup avoir un parcours particulier de traitement. Il faut savoir que beaucoup de banques utilisent encore aujourd'hui ce qu'on appelle le mainframe. Donc c'est un système en propre d'une grosse machine. Vous pouvez, par exemple, si vous êtes curieux, aller voir IBM Z1. Mhm. C'est un peu le leader, hein,
les machines IBM en mainframe sont un peu les leaders, je pense. Donc c'est en dehors du cloud public, ça traite des millions de transactions par minute, voire par seconde. Mhm. Et le data streaming donc filtre en amont avec ce système de préfiltrage. Et ça va envoyer ces données vers des systèmes de détection pour évaluer le risque. Ok. Là où avant on demandait de tout redouter, aujourd'hui on peut cibler et diminuer par, par logique le volume d'informations qui est analysé. Mhm. Ce qui est hyper intéressant aussi dans une architecture de streaming en publish subscribe, comme PubSub sur Google ou Mhm. Kafka, c'est qu'on passe d'un système point à point à un système multipoint, donc avec un ou plusieurs producteurs, un ou plusieurs consommateurs de ces données-là Ouais. en streaming, donc en flux de données. Et ça Mhm. permet de développer et de traiter différents cas d'usage en parallèle. Et avec cette notion d'analyse de flux de données, comme je le disais, l'important, c'est que une donnée isolée ne veut pas dire grand-chose. Mhm. Par exemple, tu prends une température à un instant T, ok, mais j'aimerais avoir la suite pour avoir si on est sur une tendance à la hausse, une tendance à la baisse, sur une stabilité. Mhm. Tu vois, c'est important. Euh, et si la série de données est incohérente, eh ben on peut déduire immédiatement qu'il y a un problème. Ok. Donc ça, c'est le mécanisme du stream processing, c'est de pouvoir analyser sur des suites de données en temps réel. Et cette capacité de traiter des données au fil de l'eau, ça va pouvoir faire ressortir des comportements. Ce qui est beaucoup plus difficile avec des données par batch. D'accord. Parce que tu seras toujours en retard et tu vas devoir avoir un paradigme de programmation sur des données figées. Ouais, bien sûr. Bah, c'est comme tu payes avec ta carte bancaire, il y a directement l'analyse qui est faite par le système bancaire, enfin par le Ouais, réseau Visa, le réseau Mastercard, etc., où ouais il va c'est voir ça. ta transaction et la bloquer si jamais il détecte qu'il y a un problème ou pas. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais une transaction, euh, ce qui est classique, je dirais, dans une entreprise, c'est que il y a une philosophie, je dirais, de microservices. Mhm. C'est-à-dire que ta transaction, elle va passer par différentes briques applicatives qui sont séparées entre elles, parce que microservices, c'est des briques bien séparées, mais qui peuvent communiquer et s'alimenter les uns aux autres Mhm. de manière automatique. Et donc ta transaction va passer par une suite de microservices potentiellement, Mhm. avec du préfiltrage, de l'analyse potentiellement avec des briques d'IA, Mhm. des fils d'éligibilité, du scoring, quoi. Pareil pour des demandes de prêt. Aujourd'hui, tu peux faire une simulation sans passer par un conseiller, sans passer par de l'humain, Mhm. et ça peut te donner déjà une première réponse à confirmer par un humain, bien sûr. Mais c'est ce genre de système qui peuvent être faits aujourd'hui dans le domaine bancaire et financier. Et ce qui donne vraiment ce besoin, c'est, comme tu le disais au début, c'est vraiment la volumétrie. Parce qu'avant, je crois que c'était surtout des moteurs de règles Mm. qui étaient en place. Et donc, Oui, effectivement, là, tu as, une donnée qui arrive et tu peux le traiter. Tu passes par plusieurs étapes de moteurs de règles, etc., pour arriver à un certain point au final, accord de près, pas accord de près. Que là, comme il y a une grosse volumétrie, les moteurs de règles, ils vont plus être suffisants et performants pour pouvoir traiter tout ça. ouais. En fait, aujourd'hui, c'est la profusion de données. Ouais, Tu vois un film des années 80, Wall Street, par exemple, ok. tout se faisait au téléphone, quasiment. Mhm. Par fax, quoi, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, tout se fait à très haute fréquence par des algorithmes, Ouais, en bien temps sûr. réel. Mhm. Donc la, la fréquence est hyper élevée.
Mais qui dit fréquence dit aussi potentiel brèche. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises spécialisées dans la détection de fraude ou dans la cybersécurité. Mhm. Avec toute cette profusion, il faut savoir la gérer. Mhm. Pas qu'au niveau de l'infrastructure, de la vélocité, mais aussi dans le risque. Mhm. Et Donc ce voilà qui pour va cette être partie. intéressant aussi, c'est, j'imagine, c'est le fait d'avoir un équilibre entre le taux de faux positifs et le taux de faux négatifs aussi Ouais. dans l'IA. Et je sais pas justement ce que les services financiers priorisent. Est-ce que ils se disent euh, je priorise plutôt le taux de faux négatifs. Donc le faux négatif, c'est-à-dire qu'on va laisser passer d'éventuelles fraudes, mais comme ça bloque pas tous les systèmes. Ça veut dire que le client, ils sont pas souvent bloqués. Ou est-ce qu'ils vont plutôt prioriser les faux positifs, c'est-à-dire ils vont bloquer plus souvent qu'ils ne le devraient. Ça, je me pose la question. Ouais. J'avais participé à un meet-up avec Worldline Mhm, qui en parlait de ça justement. Ça fait un peu longtemps, j'ai pas tout mhm, retenu. Mais en fait, il y a des rejeux interbancaires. Quoi, c'est quand même un domaine particulier assez spécifique. mhm. Où potentiellement tu peux te faire refuser d'un côté et accepter de l'autre. Tu vois. Donc ouais, je pense pas qu'il y ait de. Déjà, je suis pas la personne la plus apte à donner une réponse construite et fiable, mais c'est un domaine vachement spécifique Mhm. et où il y a vraiment de l'expertise. Ouais. Ouais, clairement. Et au final, ce que Rémi Forest ou Forêt voulait aussi indiquer, je pense, dans son article, c'est qu'est-ce que ça va apporter. Déjà, effectivement, le traitement de la volumétrie, euh, mais l'automatisation, c'est aussi ça que ça peut pas mal apporter. Le fait d'avoir des services beaucoup plus rapides, plus riches, plus diversifiés pour les consommateurs et qu'ils n'ont plus besoin d'attendre peut-être un jour ou deux pour avoir une réponse ou même dans l'heure et d'avoir quelque chose de qualité. Je te propose de passer sur le dernier article. Ouais. Le dernier article, donc on va parler de la dispo des vues matérialisées des tables de streaming sur Databricks via les clouds AWS, enfin via Databricks pour les clouds AWS et Azure. Le constat de Databricks, c'était que il y a des tableaux de bord qui peuvent être complexes dans le sens où c'est les data analysts donc, qui ont créé les tableaux de bord ou les BI engineers qui ont créé les tableaux de bord. Et pour répondre aux besoins de leur tableau de bord, ils ont dû écrire une certaine requête qui pouvait être complexe, qui pouvait être lourde et qui aurait peut-être pas dû être portée directement par le tableau de bord. Ça peut être aussi coûteux, c'est pas optimisé. Il part d'un autre constat, c'est qu'il y a un besoin de plus en plus d'avoir des données qui sont à jour. Ça va dépendre toujours de la donnée. On ne peut pas toujours dire tiens, on passe en streaming, tiens, on passe en batch, la fréquence, etc. Ça va vraiment dépendre du cas d'usage. Mais on s'oriente un petit peu plus sur des données un peu plus fraîches. Mais le besoin est de ne pas exploser les coûts non plus. Euh, troisième constat de la part de Databricks, c'est que des fois la gestion des pipelines, ça peut être fastidieux et surtout le fait d'écrire du code manuel. Donc j'ai lu ce constat-là, mais je me dis bah c'est la normalité. On est là pour ça, les data ingé, pour gérer justement des pipelines complexes et d'écrire ce qu'il faut pour gérer tout ça. Et donc Databricks annonce la dispo donc, de ces deux fonctionnalités-là. Des tables de streaming et vues matérialisées. Les tables de streaming, là, par contre, c'était la première fois que j'en entendais parler. C'est le fait d'alimenter de manière incrémentale et en continu des données, avec la possibilité de faire des transformations sur le streaming des données. Donc, c'est-à-dire, tu as une table et tu peux mettre en place ce qu'on appelle une table de streaming. Donc, tu vas indiquer la source. La source, ça peut être du stockage cloud, ça peut être un bus de messages. Donc, tu parlais tout à l'heure de Kafka, de PubSub. Bon, là, c'est plus sur GCP, PubSub.
Mais le fait qu'en se branchant sur une certaine source, on va alimenter en incrémental la table en streaming et en plus, en alimentant, on peut appliquer une certaine transformation. Par contre, j'ai pas vu, ça peut être quoi la complexité des transformations. Après, pour pas perdre l'intérêt du streaming, je pense que ça reste des transformations assez simples quand même. Peut-être du cast, peut-être, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc ça déjà, je trouve ça assez intéressant, le fait que tu aies une table, tu dis, ta source c'est ça, éventuellement c'est quoi, tu appliques en transformation dessus et il gère tout. Hop, tout va s'alimenter. Donc ça, c'est la disponibilité, une des 2 disponibilité et la deuxième, c'est les vues matérialisées. Heu, Apparemment, c'était pas disponible, quand tu utilisais le cloud, AWS ou Azure, via Databricks. Pour rappel, les vues matérialisées, c'est, des sortes de tables, qui précalculent, une transformation de données. C'est-à-dire que, classiquement, tu as une pipeline avec une table source, une table à alimenter, une table cible et entre 2, tu vas exécuter un certain traitement. Pour dire: «Je prends toutes les données, les nouvelles données qui sont arrivées, j'effectue certains traitements, je fais des croisements, des jointures et cetera», pour après mettre le résultat dans une table cible. De manière incrémentale, de manière full, tu remplaces toutes les données. Hem, alors que là, tu mets en place directement la table cible et pour dire, tu lui précises dedans en SQL, c'est vrai que j'ai pas fait attention. Si, c'est du SQL, dedans. Dans ta vue matérialisée, tu as du SQL qui va porter tout le traitement, directement au sein de la table, on va dire. Et tu vas lui dire, «Toutes mes données sources, c'est ça, je appliquerai, tel traitement» et la vue matérialisée va détecter automatiquement les nouvelles données qui arrivent dans la table source pour appliquer à une certaine fréquence, hein. C'est pas du streaming là, mais à une certaine fréquence, appliquer, une certaine transformation. Ou alors, à la première interrogation de cette vue matérialisée par une requête, là, il va y avoir le déclenchement, de ce traitement-là. Ça peut aussi faire comme ça et dans ce cas-là, les données sont prêtes après la première interrogation. Hem, L'avantage de ça, c'est que ça peut réduire, la latence pour les consommateurs. C'est-à-dire qu'ils ont plus besoin d'attendre une certaine pipeline qui se déclenche en batch à un certain moment, attendre que le traitement, se passe pour avoir accès à ces données. Là, c'est un peu plus interactif parce que ça se peut aussi que directement la vue matérialisée calcule d'elle-même, n'attend pas qu'elle ait interrogé et donc la donnée, elle est directement prête, dès qu'elle arrive. Hem, Alors que les vues classiques, heu, elles, dedans, si tu lui mets de l'intelligence dans la vue classique, ce qui n'est pas obligatoire, mais si tu lui mets une intelligence avec des jointures, avec des traitements, à chaque fois que tu vas interroger la vue, en général, elle va recalculer à chaque fois, elle va refaire toutes les jointures et cetera à chaque fois que tu vas l'interroger, donc ce qui est pas du tout optimal. Hem, Nous, là, ce qu'on fait en mission, c'est plutôt, on a une base, donc on a le data lake, c'est là où les données, sources brutes vont arriver, data lake sur BigQuery. Il va y avoir une phase, un environnement non, socle, et un environnement d'exposition. L'environnement socle, c'est là où on va stocker tous les traitements. C'est-à-dire, on va exécuter, je sais pas, à 7 heures du matin, un certain traitement qui va prendre les données sources et il va alimenter la base socle. Heu et l'exposition, lui, il va juste faire un select étoile de la vue. Donc ça veut dire que c'est pas la vue qui va porter en fait le traitement, c'est vraiment au niveau du socle, donc le traitement va être exécuté qu'une seule fois. Ça peut être la petite, astuce, pour pas, surcharger, justement les coûts, les performances et cetera. Ils indiquent aussi que sur la vue matérialisée, il peut y avoir des supports de requêtes complexes, que ce soit des jointures internes, externes. Il peut y avoir des union all. Moi, j'utilisais déjà ça aussi sur les vues, normales. Mais sur les vues matérialisées, j'avoue, je sais pas si sur BigQuery on peut faire tout ce qu'on veut. Je crois que j'avais déjà rencontré certaines, limitations. Il parle aussi que les window functions sont disponibles aussi, directement dans les vues matérialisées. Selon les premiers retours de Databricks et de certains clients, donc toujours à prendre avec des pincettes, ça réduirait les coûts de 98%. Donc c'est quelque chose, un chiffre assez énorme, mais peut-être qu'ils partaient du principe que les clients, ils avaient, mis tout le traitement dans des vues. Donc toute la gestion dans les vues, effectivement, si à chaque fois, que tu interroges la vue, tout est recalculé, je comprends que ça fasse 98% de, Une partie heu du pire scénario. ouais, ouais, clairement. Mmh. Parce que nous, au final, je pense que si on passe à des vues matérialisées, on gagnera pas à 98% là, dans la mission actuelle, clairement pas. Il parle aussi de vitesse, vis-à-vis du create table.
C'est-à-dire le fait que tu fasses un traitement en full pour moi. C'est tu drops la table, tu recrées par rapport à des nouvelles tables. Là, ça permet de gagner 85%. Donc effectivement, ils sont partis du pire scénario. Et donc, ils évoquent qu'avec ces deux nouvelles fonctionnalités, ça permet de plus ou moins faire une pipeline complète. Ça veut dire que tu fais, avec ta table de streaming, tu fais porter l'alimentation et avec ta vue matérialisée, ton traitement. Et avec juste ces deux tables-là, au final, tu as quasiment toute une pipeline ELT en temps réel et en SQL. Et ils annoncent sur la fin de l'article qu'ils veulent mettre en place d'autres fonctionnalités. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des triggers de rafraîchissement des données. Donc ça, les triggers, j'ai été perplexe quand j'ai lu ça parce que je me suis dit que la vue matérialisée, pour moi, c'était le principe. C'est ils découvrent qu'il y a eu un changement dans les données de base et donc là, ils mettent en place le traitement. Enfin, ils lancent l'exécution. Donc le fait de parler de trigger, je sais pas, je l'ai pas approfondi, mais je me suis dit que ça veut dire qu'il manque des fonctionnalités sur la vue matérialisée. Il parlait aussi de la mise en place d'une surveillance centralisée. Donc apparemment, tu n'as pas de dashboard pour bien surveiller toute la pipeline d'alimentation des tables de streaming et des vues matérialisées. Et en dernier, le fait de pouvoir supporter GCP. Ok. Donc je trouve ça intéressant, mais je trouve pas ça indispensable pour mettre en place des pipelines. Je sais pas ce que toi t'en penses de ces deux nouvelles possibilités. Ouais, c'est Nouvelles pas entre guillemets. indispensable. Ouais, faudrait que. Ouais, à éprouver. En fait, il faudrait faire le différentiel entre ce qu'on fait aujourd'hui et pas partir du pire scénario, quoi. Bah, là, si je devais faire l'équivalent, enfin comparé avec ce qui est fait aujourd'hui, tu sais que je te disais lake, socle, exposition, ça veut dire que l'exposition, enfin on pourrait virer le socle. Ouais. Pour moi, le lake, il serait en table de streaming, donc il serait alimenté en streaming, avec éventuellement une petite transformation. Et l'exposition, ça serait des vues matérialisées qui seront directement branchées sur le lake. On pourrait virer une chose. On va voir au niveau archi après, parce qu'au niveau de tes sources, comment elles se comportent, Mhm. ce qui a un sens à faire du streaming, tu vois. Donc, Ah, bien sûr, ça c'est propre à chaque Ouais. besoin. Ouais. Toi, tu utilises les vues dans ta mission? Materialize. Juste des vues normales ou Des vues. potentiellement des vues matérialisées? Faudrait que je vérifie. Mais Materialize, sûr. Ok. Et sinon, les vues, je suis pas sûr. Ok. Les vues, moi justement, j'utilisais plutôt les vues que les vues matérialisées. Ok. Comme je te disais, les vues, en fait, c'est le principe même de l'exposition chez le client. Ouais. C'est le fait aussi de pouvoir dire, alors cette vue-là, donc en select étoile, est branchée sur une certaine table du socle, mais on veut faire une V2 du socle de cette table-là parce qu'on change certains schémas, etc. Ça veut dire que la vue, on peut la brancher autre part. Comment? Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Les vues matérialisées, c'était plutôt pour optimiser certains traitements. Je sais plus. Ah oui, parce qu'en fait, la vue matérialisée, tu peux lui mettre du cluster dessus, alors que la source n'en a pas. Et moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des tables importantes qui n'ont pas de partitionnement, qui n'ont pas de clustering, donc ils ne seront pas du tout optimisés. Donc c'est-à-dire que tu interroges à chaque fois que tu fais un traitement ou que tu interroges, tu fais une jointure, c'est toute la table qui est interrogée. Et donc j'ai mis une vue matérialisée branchée sur cette table-là en lui appliquant du clustering. Ce qui fait gagner en termes de coût. Par contre, je sais pas si on peut mettre du partitionnement, je crois pas. Non, là, par contre, il faudrait que je regarde. Mais je me souviens avoir mis du clustering. Donc ça peut être une utilité aussi de la vue matérialisée. Ça marche. Eh bien, je te remercie, Axel. Merci, Bertrand. Merci à tous de votre écoute. Si vous avez apprécié le podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles ou à mettre des retours, une bonne notation sur le podcast, afin qu'on remonte dans les algorithmes. Pour rappel, le podcast est disponible sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Et pensez à mettre des commentaires si vous souhaitez discuter un peu plus en profondeur avec nous sur certains sujets. Encore merci, Axel, et à bientôt. Merci à toi. Salut. Salut.